Mesdames, Messieurs, il est l'heure et nous vous remercions d'être fidèles à notre rendez-vous. Pour la deuxième partie de cette journée, la troisième partie de notre réunion qui a commencé hier, vous l'avez compris, et qui se prolongera pour ceux qui travaillent très concrètement au sein des espaces de réflexion éthique demain à midi. Nous aurons une réunion entre les espaces de réflexion éthique, la DGOS, la Direction générale de l'offre de soins, et le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Une annonce domestique d'abord. Les toilettes. La journée se conclura, notre journée de jeudi se conclura à l'Hôtel-Dieu par une conférence exceptionnelle par M. Didier Replin, qui est l'architecte en chef des monuments historiques de France. Il a notamment en charge la réhabilitation de l'Hôtel-Dieu, ce qui est fait, le Palais des Papes d'Avignon et un certain nombre de palais français en Italie. C'est un homme exceptionnel. Je vous recommande, si vous n'êtes pas inscrit, de vous inscrire à cette conférence qui se tiendra à 19h30. Sur votre programme, vous avez 20h, mais en réalité, ce sera 19h30. Nous lui donnerons un peu plus de temps que prévu, parce que cet homme est exceptionnel. Ensuite, ceux qui sont inscrits à cette conférence, évidemment, sont retenus à dîner. Le dîner se tiendra au même endroit, à l'Hôtel-Dieu, dans ce bâtiment historique dont il parlera avec merveille. Donc, première information, 19h30, pour ceux qui souhaitent s'y joindre. Deuxième information, n'oubliez pas de vous inscrire auprès de Christine ou Marie à l'accueil, parce que le nombre de repas est limité à 100. Il reste encore des places, mais inscrivez-vous rapidement. C'est conférences et repas. Si certains d'entre vous sont en dehors de Lyon, je recommande quand même de différer votre départ pour profiter de cette conférence exceptionnelle. C'est très rare. Vous savez que maintenant, ce bâtiment a été mis en bail amphithéotique. Il n'est plus géré par les Hospices civils de Lyon, qui en restent propriétaires, mais il est géré par un consortium. Et là, c'est une occasion unique de le découvrir. Donc, surtout, n'hésitez pas, c'est une occasion rare qui ne se représentera pas. Cet après-midi, nous démarrons tout de suite sur les terrains du management, un retour d'expérience. Nous avons voulu confier à Madame le professeur Vassal, qui est directrice adjointe de l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes et chef du service de soins palliatifs du CHU de Saint-Étienne, et à Madame Fabienne Douaret, qui est cadre supérieur de santé chargée de mission chez nous, mais qui a notamment géré de la pédiatrie, puis de la performance au sein de la direction générale diocèse si éthique et management est un sujet qui lui parle, parce que lorsqu'on parle de performance et qu'on est cadre de santé et qu'on n'est plus sur le terrain, mais qu'on est à la direction générale, il y a de quoi dire, elle pourra sûrement nous en parler. Mais là, il est l'heure qu'elles appellent pour donner la parole à nos oratrices du jour. Merci beaucoup François. Donc là, on va essayer d'être le plus actif possible pour pas que vous vous endormiez en post-prandial. On a une table ronde un peu animée puisqu'on a 6 intervenants. Donc ça va être 10 minutes par intervenant. Et Fabienne, qui est le gardien du temps, elle va être très stricte. Voilà. Donc ça va casser. Donc on va tour à tour comprendre de façon factuelle. On nous a parlé beaucoup d'éthique et management. Et là, on va avoir des expériences. Ça va être vraiment très factuel. Et comment éthique et management se conjuguent en donnant successivement la parole à des soignants, des cadres de santé et des médecins. Alors, je vais d'abord appeler Madame Dominique Combarnous, qui est cadre de santé, qui a travaillé, je crois, une carrière aux HCL, et qui est présidente de l'Association nationale des cadres de santé. Elle va nous parler de la place de l'éthique dans le management de proximité. Merci, la parole est à vous. Bon, on ne va pas perdre de temps, du coup. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs d'avoir invité l'Association nationale des cadres de santé. Voilà notre devise. Seul on va plus vite, et à plusieurs on va plus loin. On en a déjà parlé. Je ne sais pas de quoi on n'a pas encore déjà parlé d'ailleurs. Donc on va voir au fur et à mesure. Donc l'Association nationale des cadres de santé est une association de loi 1901 qui a été créée au moment des événements en 1989 où il y avait des grèves infirmières.
Voilà, et nous regroupons tous les cadres de santé des 3 filières paramédicales, infirmiers, médico-techniques et rééducateurs. Nous avons des missions qui sont essentiellement promouvoir la fonction cadre au niveau des services publics et des services des systèmes de santé. Et surtout, on a fait une charte de valeurs qui encourage les cadres de santé à développer une approche humaniste de leur management en mettant l'accent sur la bienveillance, la relation, les qualités relationnelles et l'empathie envers les collaborateurs et les patients. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cadre de santé, de proximité? Alors, si la gestion et l'administration de toute organisation de soins sont une nécessité, la contrainte de la performance et de l'efficience a éloigné quelque peu les cadres de santé de leur mission principale, qui était une mission de soins. Les normes, les impératifs économiques, les protocoles en tout genre donnent peu de place à la créativité et au pouvoir agir. Et du coup, les cadres, en ce moment, s'interrogent beaucoup sur leur positionnement, sur les problèmes de mission, de rôle et leur place en tant que cadre de proximité qui doit reposer en principe sur une logique soignante. Bien que cette proximité soit souvent empêchée, les cadres de santé sont toutefois motivés, toujours, et impliqués. On a fait quelques enquêtes au niveau de l'ANSIM sur le baromètre des cadres de santé. Et les cadres de santé, malgré qu'ils aient plein de problèmes et plein de dilemmes dont je vais vous parler, sont toujours motivés et impliqués, ceux qui restent. En termes de responsabilité, les cadres de santé s'interrogent également sur leur positionnement en tant que leader et en tant que pour véhiculer les valeurs et qu'ils peuvent partager avec leurs équipes. Ce sont des humains sensibles souvent à l'humanité de l'autre et au service de l'humain. Donc en principe, l'empathie étant une qualité essentielle pour contrebalancer les relations de pouvoir, et les cadres ont du coup une place centrale pour faire vivre l'éthique organisationnelle dans une institution. Alors le cadre empêché et tiraillé, il y a quelques années, on avait fait une conférence aussi à l'ANSIM sur le management et l'éthique, dont Fabienne était présente. Et Philippe Svendra nous avait dit, en fait, le cadre, il travaille pas, il ferraille. Et en fait, c'est vrai que les cadres, toute la journée, ils bidouillent pour que tous soient satisfaits, les patients, les familles, les médecins, les supérieurs hiérarchiques, etc. Et ce métier est un métier très difficile dans l'institution hospitalière, un des plus difficiles et qui relève beaucoup de l'équilibrisme. Alors plusieurs dilemmes éthiques il y a plusieurs dilemmes éthiques avec des tensions de rôle qui sont dues à la position d'interface entre l'administration et les équipes, des dilemmes entre le devoir de loyauté envers l'institution et la compréhension de la réaction de l'équipe vis-à-vis d'une décision. Et du coup, il est difficile d'être convaincant quand on n'est pas convaincu. Le cadre est souvent le vecteur et le traducteur des prises de décision, mais encore faut-il qu'il connaisse la stratégie et les objectifs. Le management des équipes et les tensions liées au déséquilibre entre vie privée et professionnelle, alors avec des injonctions souvent contradictoires comme ne pas faire revenir les agents sur repos, mais assurer la continuité des soins, mais sans effectifs supplémentaires. Donc l'équation est difficile à faire et ce dilemme est souvent important pour les cadres ainsi que les temps partiels qui ne sont pas respectés parce que ils veulent assurer la continuité des soins. Et puis ce qu'on nous remonte beaucoup à l'ANSIM, c'est tous les cadres qui ont un périmètre tellement important qu'il n'y a pas de temps d'écouter les équipes, ce qui leur donne un sentiment d'avoir bâclé leur travail et de ne pas respecter les patients et les professionnels. Et puis la prise en charge des patients, qui est non satisfaisante parfois, avec des effectifs pas corrects pour un travail qui requiert davantage de monde, et qui font que le cadre a un sentiment de perte de sens, et que les valeurs professionnelles sont remises en cause, celles-ci étant quand même le reflet de notre rapport à l'éthique. Et donc en fait, on a une opposition entre les valeurs et le sens attribué à l'action, et les modes opératoires associés à la gestion de la performance.
Alors, l'éthique managériale du cadre s'inscrit dans l'éthique organisationnelle de l'institution et de ses valeurs. Valeurs qui ne sont pas toujours connues par les professionnels quand il y en a, et ce qui contribue à la perte de sens. Et cette éthique managériale porte sur l'agir du manager vis-à-vis des encadrés. On a vu que le cadre de proximité est un manager de soins. Or, sous la pression institutionnelle et des attentes de rationalisation, il est devenu un gestionnaire. Donc des missions managériales qui s'effectuent dans une complexité entre les différentes contraintes d'exigence de la gouvernance hospitalière, soutenir en même temps les professionnels pour maintenir la qualité et la sécurité des soins, et rassembler les éthiques individuelles pour les transformer en collectives et les coordonner. Il est important également de considérer l'humain professionnel comme une personne et non un sujet de production, qui revient à considérer la personne dans son ensemble et lui donner l'autonomie et la responsabilisation nécessaires pour son épanouissement. Fournir également des repères aux professionnels pour la sécurité des soins, sous-temps que les cadres soient informés des objectifs et participent en tant soit peu aux décisions, et des missions claires, et se sentent légitimes. On en a parlé ce matin également. Nécessité d'échange et de manager avec le corps médical. C'est la nécessité d'avoir des binômes cadres-médecins, Monsieur Clarisse en a parlé également, sur la prise en charge des patients, mais pas que. Avoir un climat éthique institutionnel pour une éthique managériale. Si les décisions sont prises à l'aune des valeurs prônées par l'établissement et on a un impact quand même sur le comportement des personnes, et s'il y a de la bienveillance institutionnelle découlant de ce climat éthique, le cadre de santé est conforté dans le fait de développer un mode de management basé sur l'écoute et l'attention aux professionnels en toute transparence, et un management participatif basé sur l'humanisation des pratiques professionnelles. En conclusion, je pense, conclusion. Les cadres de santé ont compris depuis longtemps que le management éthique consiste à considérer l'humain dans un agir juste pour les professionnels et le patient. Pour autant, ils sont confrontés au quotidien à un nombre important de dilemmes qui font qu'ils sont souvent empêchés. Le mode de gouvernance de nos institutions impacte sur les cadres de santé et les professionnels qu'ils encadrent. Les cadres de santé sont rarement associés et informés des décisions. Ils bricolent pour maintenir un équilibre entre leurs valeurs, l'application des directives et leurs devoirs de loyauté. Ceci explique l'insatisfaction au travail, la perte de sens et la difficulté à trouver leur place. Pourtant, il y a des textes importants qui ont été publiés et on en a eu l'illustration tout à l'heure avec le professeur Olivier Clarisse, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais si Mieux manager et mieux soigner étaient lus déjà et appliqués, ça serait déjà un grand pas. Et puis, je finirai par 2 citations de Michel Dupuy. Tout le sens d'un management qui est appelé à devenir le management du sens par le sens. Et une phrase de Cédric Arcos. Seule la rencontre entre l'éthique et le management permet de porter sur les contradictions et les conflits un regard qui ne perd pas le sens de l'humain. Merci. Donc là, on va enchaîner avec Madame Sidalia Moussier, donc, qui est directrice de soins au Centre hospitalier régional universitaire de Tours et membre de l'espace de réflexion éthique Centre de Val-de-Loire. Et on va nous parler de manager. Il n'y a pas de chemin, le chemin se construit. Tout un programme. Merci Madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici pour effectivement faire ce retour d'expérience. Donc à Lyon avec vous, peut-être ajouter sous forme de clin d'œil. J'ai été cadre de santé, cadre supérieur de santé, directrice des soins. Je suis expert visiteur parce que ce matin, ça a fait l'objet de questionnements. Et comme quoi, à un moment donné, tout peut rejoindre et peut questionner l'éthique. Je vais commencer ma présentation et commencer cette communication en me présentant brièvement, non pas pour me centrer, mais peut-être parce que je pars sur le parti pris que lorsqu'on est cadre de santé, de proximité, issu de la filière soignante, ça veut déjà dire quelque chose et qu'on ne pose pas le questionnement
peut-être de la même façon. Donc, un vécu de cadre, je le disais, cadre supérieur de santé, directrice des soins depuis 2 ans, donc relativement depuis récemment. Infirmière, j'ai exercé pendant une dizaine d'années sur des secteurs réanimation pédiatrique et la neurologie. En me souvenant, je me dis qu'il y a eu du progrès de fait. Aujourd'hui, il me semble que des espaces ont irrigué les soins. On ne parle plus, comme j'ai le souvenir, du nouveau-né, grand prématuré ou encore de la prise en charge de la SLA. Et c'était des questionnements qui avaient lieu au niveau de l'équipe et dont on était quand même peu outillés, me semble-t-il, par rapport à aujourd'hui. C'était il y a une vingtaine d'années. Et puis, c'était insatisfaisant, mais à ce moment-là, arrive la V1, surtout la V2. Et puis la V2 m'apporte, en tout cas, moi, des éléments, parce que c'est l'ère de l'évaluation des pratiques professionnelles. On veut mettre en place des staffs, des échanges. Il y a les fameuses évaluations des pratiques professionnelles. Et du coup, ça me parle en termes d'échanges et de questionnement. Et en réanimation médicale, c'est le moment de se dire quand est-ce qu'on pose la limitation thérapeutique, quel document on utilise, comment est-ce qu'on le fait. Et chemin faisant, donc expert visiteur, et ça ne me suffit plus, cadre supérieur de santé de proximité, je sens pourtant qu'il y a quelque chose, et en tout cas dans la façon dont je questionne et que les équipes me renvoient leur quotidien, un manque, et en tout cas des questionnements qui se posent comme des conflits de valeurs. Je ne vous ai pas passé. Donc la dimension identitaire qui est fondée sur le CARE, l'évolution vers la dimension, et effectivement qui se pose de manière différente, parce que quand on est en cadre de santé, on l'a effectivement dans une fonction identitaire sur le fondement du CARE. Le fait de m'être inscrite dans un diplôme universitaire éthique qui est proposé à l'université de Tours, mais très porté par l'espace éthique régional, eh bien, ça m'a permis effectivement de mettre des mots et comment est-ce qu'on pouvait peut-être retraduire ces questionnements, parce qu'être issu de la filière professionnelle soignante suggère en tout cas une singularité qui de fait, va induire notre management. Et ceci même, si je vous rejoins, si l'évolution de la profession de surveillante, d'infirmière à cadre de santé, elle est très liée à la rationalisation gestionnaire, à l'essor du consumérisme, aux contraintes économiques et puis la qualité, les attentes des usagers. Pour autant, le fait d'être issu de la filière soignante et d'avoir ce rapport au patient, qui est ensuite au niveau des professionnels, va amener une réflexion différente. Pourquoi ? Peut-être que parce que je me dis que le management, si je rejoins les définitions de ce matin par rapport à prévoir, organiser, décider, motiver, évaluer, il y a peut-être un lien que vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est que être cadre de santé, c'est créer et maintenir du lien. Et il s'agit d'une mission qui finalement est peu reconnue, peu visible et qui est noble et ambitieuse et pour le coup plus que jamais difficile dans notre quotidien. J'ai travaillé lors du diplôme universitaire en fait autour de 2 questions, mais ce qui étaient des situations très quotidiennes, puisque je me suis intéressée à la gestion de l'absentéisme, et je reçois toutes les questions que vous avez données, la gestion des lits, qui prend-on en charge, le patient qui est là, celui qui doit sortir plus vite, revenir. Ancré dans mon parcours professionnel et ma conception de la fonction cadre, je tiens quand même à souligner que l'ensemble de propos que je tiens, ils sont de fait incomplets, puisque je n'ai pas utilisé tous les auteurs et je suis loin effectivement d'avoir tout lu, mais c'est aussi l'objet de ce type d'échange. Ils sont discutables, puisque ça n'a pas fait l'objet d'un travail de recherche à proprement parler ou d'un argumentaire scientifique, mais pour autant, ça se veut en fait tirer de l'expérience et ça me semblait être le propre de l'éthique. Alors, qu'est-ce qui se pose dans les questionnements ? On l'a dit tout à l'heure, la continuité de la prise en charge des patients, la qualité de vie des patients, le bien du patient versus le bien du patient. Aujourd'hui, quand même, ce qui n'était pas à l'époque où j'ai travaillé ce mémoire, se pose aussi des soignants qui reviennent, s'ils reviennent sur un aspect financier, quand on fait appel à un fameux dispositif de plateforme de gestion de l'absentéisme qui est le Hublot. On revient financièrement ou on ne revient pas. Quel est effectivement cet impact financier comment on l'aborde ?
Dans la gestion des lits, pour qui? Est-ce que c'est le patient qui est là, pour qui on a eu le soin directement, celui qu'on sait qui doit avoir une hospitalisation, qui est à hospitaliser? Qu'est-ce qu'on en pense par rapport aux patients, aux familles, au niveau des professionnels? Avec une pression effectivement aussi financière, mais cette fois-ci qui n'est pas liée à la rémunération au niveau des professionnels, mais qui on a la fameuse tarification à l'activité. Alors, c'est vrai que pour les cadres de santé, me semble-t-il, c'est que s'ils peuvent trouver des réponses, et c'est ça qui les met en difficulté, il y a des conflits de valeurs, mais c'est qu'ils ne trouvent pas forcément des réponses dans les procédures, la règle et le droit. Et comment est-ce qu'on amène l'encadrement à réfléchir et à pouvoir faire un pas de côté et de se dire qu'à un moment donné, je sais que je ne vais pas peut-être appliquer la règle institutionnelle, la bonne règle, du soir-matin, du temps partiel qu'on ne respecte pas, etc. Pour autant, je suis en capacité de l'assumer et d'en prendre parti. Et je sais aussi que cette règle, je ne la généralise pas. Et on en revient au singulier, qui quelquefois est peut-être heurté par notre raisonnement et cheminement de la procédure et de vouloir toujours tout faire pareil. Et donc, du coup, la sagesse de Paul Ricoeur m'a quand même beaucoup aidée pour travailler dans cette réflexion et de me dire que finalement, il faut aussi amener, et comment est-ce que quand on est cadre et qu'on veut s'investir dans notre institution, de sortir d'une pensée binaire et de se dire qu'on assume le fait de ne pas choisir entre le bien et le mal, mais qu'on choisit entre plusieurs biens et que ces biens sont susceptibles de changer en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Désimbriquer donc la responsabilité et la culpabilité, parce qu'il me semble que la culpabilité est une notion qui effleure par moments les soignants et qui revient ensuite quand on exerce sur la fonction d'encadrement et puis ensuite sur la suite au niveau de la direction des soins. Et dernier élément, j'avais utilisé effectivement le triangle éthique de Paul Ricoeur, de l'expérience, et c'est sujet à débat et on pourra effectivement bien sûr le rééchanger. Et il me semble que dans ce triangle, le jeu, le pôle jeu et le pôle tu, il est fait spontanément de par peut-être la relation à l'autre qu'on a, le patient, l'équipe et la famille, mais qu'il manque le il et le il au niveau institutionnel. J'en arrive à la fin, du coup un peu frustrée, mais rapidement, un cadre de santé, donc pouvoir répondre effectivement à qu'est-ce que je veux faire de ma vie professionnelle. Et ce qui me semble peut-être important a été dit, je crois que c'est le professeur Clarisse qui disait « oser », la volonté, et effectivement, peut-être que vouloir s'engager dans l'encadrement, dans une fonction de direction des soins, c'est pouvoir oser et s'engager et assumer par moments des conflits. Je voulais quand même revenir sur quelque chose. Tout ce travail-là a fait l'objet, donc, sur l'IFCS du CHU de Tours. On a mis en place en 2019, lors du changement au niveau de l'ingénierie pédagogique, un module lié à l'éthique et l'éthique managériale de 21 heures. Donc c'était un hasard par rapport à tout à l'heure, 3 jours. Et puis surtout, on essaye de travailler actuellement avec le groupe éthique clinique de l'établissement. Et comment est-ce qu'on peut effectivement revisiter des situations managériales vécues par les cadres dans un espace qui leur est dédié. Veuillez m'excuser, j'ai été finalement plus longue. Je vais appeler Madame Blandine Soligna. Non, c'est pas. Oui, c'est bien ça, non? C'est ça, hein? Madame Blandine Soligna, qui est coordinatrice de l'espace de réflexion éthique régional de Guyane. Donc elle nous vient de loin et l'espace a été créé en 2023, me semble-t-il. Et elle va nous expliquer le défi, a priori il y en a peut-être plusieurs, du système hospitalier contemporain face aux enjeux éthiques et managériaux. Merci à vous. Bonjour, merci à tous, merci à l'organisation. Alors, 10 minutes, c'est court, surtout pour parler de la Guyane. Donc, pour situer la Guyane, c'est le seul département français situé en Amérique du Sud, donc ça a son importance puisque c'est le seul département français d'outre-mer qui a des frontières. Donc, une frontière avec le Suriname, une frontière avec le Brésil. Et donc, ce qui implique, on imagine la Guyane donc en pleine forêt amazonienne,
Et nous avons 3 villes principales, donc Cayenne, Kourou, Saint-Laurent, situées sur le littoral. Et on imagine que dans cette forêt, on a des petits villages, des petites villes qui ne sont accessibles que par voie aérienne ou par voie fluviale, et parfois juste par voie aérienne. Donc, suivant les saisons, des fois, on peut mettre jusqu'à 4 jours de voyage pour atteindre certains de ces villages. Excusez-moi, un petit peu de stress. Et donc, 4 jours pour atteindre un village, on imagine que la dispensation des soins est compliquée. Et donc, en fait, c'est un peu dans cette configuration qu'il faut imaginer les problématiques qui vont se livrer à nous en termes de Guyane. Voilà, donc on a une perspective de CHRU qui devrait intégrer ce soin dans les communes isolées. Donc, le soin qui est développé dans les communes isolées ressemble à des centres de santé, mais n'appartiennent pas aux centres de santé nationaux. C'est des centres délocalisés de prévention et de soins, dans lesquels parfois il y a des médecins, mais bien souvent il n'y a qu'un seul infirmier, avec des populations qui peuvent avoir autant des urgences que des pathologies chroniques, que des accidents en forêt liés à leur paillage. Enfin voilà, tout un tas de contextes un peu compliqués, et qui va venir de plus compliquer donc le management de la santé en Guyane. Donc par rapport à ça, avec nos collègues, on s'est posé la question. Alors ici, on a parlé de crise d'évocation, mais ce n'est peut-être pas forcément une crise d'évocation, mais plutôt une crise de l'engagement. Comment les soignants en Guyane peuvent-ils tenir, puisqu'on est confronté à un turnover qui est énorme, tant du niveau médical que du niveau paramédical. Et encore, en termes de paramédicaux, on forme sur place, mais les paramédicaux qui sont formés sur place vont rester dans les grandes villes et ne vont pas aller dans les communes isolées. Donc, dans les communes isolées, on a, entre guillemets, des infirmiers importés de métropole, donc qui connaissent très peu la Guyane, qui connaissent très peu le pluriculturalisme, le plurilinguisme. On dénombre 40 langues actuellement en Guyane. Donc, personne n'est capable de maîtriser 40 langues, et encore moins des langues amérindiennes qui ne s'inventent pas, qui ont des représentations de la vie et de la santé complètement différentes. Et donc, on peut avoir, et ça arrive très souvent, des chocs culturels qui font que la prise en soin est compliquée. Donc, en ce sens, comment engager, comment soigner sur un territoire aussi complexe que la Guyane? Et j'ai oublié de parler de toutes les migrations qu'on a en Guyane, qui viennent soit du Brésil, du Suriname, des Caraïbes, mais aussi qui arrivent maintenant des pays comme le Liban, l'Afghanistan, tout ça qui arrive vers chez nous. Donc, et une précarité, on est à 50% à peu près d'une population précaire. Donc voilà, vraiment des enjeux éthiques qui sont importants, pas tant au niveau clinique, parce qu'on fait de la clinique comme on pourrait faire partout ailleurs sur la métropole, mais vraiment en termes culturels, en termes d'accès aux droits. Et il faut être préparé à ça, en fait, qu'on arrive en Guyane, et finalement, personne n'est préparé à ça. Peut-être que c'est cet état de fait qui explique le turnover. Donc, l'idée que l'on a eue avec mes 2 co-directeurs, c'était comment on peut réhabiliter le CARE face à tous ces enjeux en Guyane. Donc, je vais passer sur le CARE, on en a beaucoup parlé ces 2 jours. Et comment la structuration du CHU, qui devrait voir le jour dans quelques mois, peut prendre en compte toutes ces particularités. Donc, on s'est penché sur les 4 principes de bioéthique. Donc, le principe d'autonomie, on a essayé de réfléchir d'un point de vue du soignant et de sa hiérarchie, et d'un point de vue du soignant et de la personne soignée. Donc, sur le principe d'autonomie, on l'a vu, on l'a déjà dit, le soignant est contraint par un corps administratif, une hiérarchie qui est la même que dans tous les autres hôpitaux de métropole. Je ne reviens pas sur les problématiques qui ont déjà été exposées. Sur la relation soignant-soigné, comment favoriser l'expression du patient, un patient qui ne maîtrise pas forcément la langue française, donc ne serait-ce que dans la recherche d'un consentement éclairé. Bien souvent, on va obtenir un consentement par défaut, puisque
il nous faut du temps, il nous faut des traducteurs, des médiateurs, ou alors il nous faut nous-mêmes maîtriser la langue du patient pour pouvoir obtenir, entre guillemets, un vrai consentement éclairé. Donc bien souvent, nous sommes dans une pratique par défaut. En termes du principe de bienfaisance, donc pareil, sur le principe de bienfaisance et les liens avec la hiérarchie, on voit toutes les complexités déjà au niveau métropolitain qu'on met en Guyane, et on rajoute toutes les complexités pluriculturelles, sociales, etc., donc qui rajoutent encore des difficultés. Au niveau de la relation soignée, les difficultés qui peuvent se retrouver, c'est des soignants qui peuvent avoir l'impression de ne pas bien faire leur travail, justement parce que ils sont contraints par des difficultés linguistiques et aussi par... alors je vais le dire simplement, ça vient mieux comme ça. Les patients qui vivent dans les communes isolées, ils ne nous ont pas attendus pour se soigner. Donc ils se soignent par eux-mêmes, par une pharmacopée qu'on commence à travailler ensemble. Mais du coup, quand vous avez des médecins qui arrivent, qui veulent traiter un diabète, ou des infirmières qui veulent imposer, entre guillemets, un vaccin Covid, forcément, ça marche pas. Donc voilà, il faut du temps pour apprendre à se connaître, à créer une relation de confiance. Et ce temps, bien souvent, on l'a pas, puisque les contrats sont de 3 ou 6 mois, ce qui ne permet pas de créer des relations de confiance. Enfin, pas suffisamment, en tout cas. Au niveau du principe de non-malfaisance, à mon sens, c'est le principe qui est le plus oublié, que ce soit en termes managériels, où on est... ce matin, il avait été montré le triangle de Mintzberg. On est encore vraiment dedans avec des décisions verticales qui ne sont pas réfléchies, pas pensées, parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'on ne prend plus le temps de se poser et de réfléchir. Et on pourrait dire la même chose dans les pratiques soignantes. Et enfin, au niveau du principe d'équité et de justice sociale, rien que dans l'organisation et la disposition des soins, ce principe est mis à mal, puisque les CDPS n'offrent pas une qualité de soins comme peuvent l'offrir les hôpitaux du littoral. Et dans la relation soignant-soigné, nos soignants, et là je mets médicaux, non médicaux, sont très peu formés à la précarité, à l'interculturalité, et vont donc se retrouver en difficulté aussi. Et cet état de fait va avoir un impact sur l'équité, sur nos patients en Guyane. Donc l'idée proposée, c'est une idée, c'est donc de proposer ce qu'on va appeler des espaces interstitiels, donc des espaces qui permettent de redonner du temps. Et donc voilà où chaque acteur pourrait venir discuter un peu de ses pratiques, etc., etc. En tout cas, l'idée, c'est de remettre un peu l'acteur au centre de ses pratiques et de son pouvoir agir. Donc voilà, on le développera peut-être plus dans un écrit, mais voilà, favoriser les approches différenciées et métissées selon La Plantine, Édouard Glissant, Chamoiseau, tous ceux qui ont travaillé là-dessus. Et ces espaces interstitiels permettraient éventuellement de développer une culture commune, un discours commun. Voilà. Donc voilà les enjeux qui nous restent à maîtriser en Guyane. Je vous remercie. Quand même le timing oui. de nos intervenants. 9h21. Allez, on ne perd pas de temps, c'est le docteur Brigitte Comte qui est médecin gériatre et présidente de l'association Accueil et Confort pour les personnes âgées dépendantes et qui va nous parler d'une éthique et management dans les établissements du secteur médico-social dont on a parlé beaucoup ce matin. Merci à vous. Merci, bonjour à tous. Donc, je me dis que tout ce que j'avais prévu de vous dire a déjà été dit entre hier et ce matin. J'ai évoqué ça avec les organisateurs et on m'a dit « n'hésite pas à redire, il faut répéter et répéter ». Donc, à aborder le problème des relations humaines, le problème du temps qui manque à tout le monde. Donc, je vais en reparler.
Alors, pour situer un petit peu le contexte, je suis depuis quelques mois seulement présidente d'une association, loi 1901, dont l'acronyme est imprononçable, ACPPA. Ça veut dire Accueil et confort pour les personnes âgées. C'est une association qui est née à Lyon en 1984 et qui a pour objectif d'accompagner les personnes âgées tout au long de leur parcours de vie, dans le respect de valeurs humanistes qui font partie de, j'allais dire, le socle de cette association et qui perdurent depuis 40 ans, ces valeurs étant respect, dignité, solidarité, engagement et progrès. Et ces valeurs sont immuables depuis plus de 40 ans et président à toutes les réflexions conduites au sein de cette association. Donc, comment fonctionne cette association ? C'est une association loi 1901 avec un conseil d'administration dont je suis la présidente depuis quelques mois. Et ce conseil d'administration est l'organe de décision. C'est lui qui décide les enjeux stratégiques et il s'appuie sur une équipe de direction. La gouvernance étant complétée par un comité d'audit d'une part et un comité éthique d'autre part, qui est d'ailleurs en cours de réorganisation. Les membres du conseil d'administration sont tous des bénévoles. J'oserais dire qu'ils ont le temps. Et ils sont d'origine professionnelle variée, multiple. Pour donner quelques chiffres, le groupe, c'est 52 lieux de vie répartis partout en France, 37 accueils alternatifs, et plus de la moitié de nos places sont des places habilitées à l'aide sociale, les enjeux étant effectivement l'accompagnement des personnes les plus vulnérables et les plus démunies. Juste pour rappel, qu'est-ce qu'on fait dans un EHPAD ? Dans un EHPAD, c'est d'abord un lieu de vie. Il ne faut pas oublier que les personnes âgées ont leur place dans la société, enfin du moins encore pour le moment. Mais c'est également un lieu de soins. Les progrès de la médecine font que quand on est porteur de maladies chroniques, eh bien on vit de plus en plus longtemps. Et puis n'oublions pas que ce sont aussi des lieux de fin de vie. Et pour rappel, en 15 ans, l'âge moyen d'entrer en EHPAD est passé de 80 à 89 ans. Le temps qu'il reste à vivre est passé de quelques années à 36 mois. Et 80% des résidents des EHPAD sont porteurs de maladies neurodégénératives avec des troubles cognitifs plus ou moins avancés. Alors, comme le secteur hospitalier, on connaît des difficultés de ressources humaines, de dépendance des financements publics, mais il faut ajouter aussi l'effet extrêmement négatif qu'a eu le livre Les Fossoyeurs, qui a entraîné une perte de confiance complète dans ce qui se passe dans les EHPAD, et puis des financements qui restent inadaptés par rapport à cette évolution des populations qui sont accueillies dans les EHPAD. Et donc, il y a quelques mois, devant une situation financière qui se dégrade face à toutes ces problématiques que j'ai évoquées, l'équipe de direction a soumis au conseil d'administration une liste d'une dizaine d'actions possibles pour maîtriser la situation et éviter la poursuite de sa dégradation. Alors, nous avons réfléchi au niveau du conseil d'administration comment nous allions procéder et nous avons opté pour une démarche que je qualifierais à double détente. Et avec quelques administrateurs, nous avons dit il faut qu'on aille voir sur le terrain ce qui se passe dans ces 52 établissements répartis sur la France entière. Donc on a entrepris une tournée qui n'est pas encore achevée pour aller déjà à la rencontre des résidents. Après tout, nous sommes bénévoles, nous avons le temps. La mise en place des conseils de la vie sociale nous a donné une bonne opportunité d'arriver dans les établissements, puisqu'il doit y avoir dans les conseils de la vie sociale présence d'un représentant de l'organisme gestionnaire. Et ça a été donc l'occasion d'aller à la rencontre des résidents et de les écouter, de les entendre parler,
parce qu'on a le temps, et c'est vrai qu'il faut du temps pour parler avec des patients qui ont des troubles cognitifs. C'est pas parce qu'ils ont des troubles cognitifs qu'ils ne sont pas capables d'exprimer leur volonté. Avant le consentement, il y a déjà la volonté qui peut s'exprimer. Leur volonté, leurs envies, leurs souhaits par rapport à l'architecture, à la reconstruction éventuellement de l'EHPAD, leur vécu quotidien, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils souhaitent. Même démarche envers les familles. Les familles, c'est incontournable. C'est comme dans le domaine du handicap. Les familles sont extrêmement présentes auprès des personnes âgées et bien souvent, d'ailleurs, l'entrée en institution résulte d'un épuisement des aidants. Donc là, même question, les écouter, les entendre, entendre leurs doléances. Et puis, rencontrer également les salariés. Alors là, il y a une excellente occasion de les rencontrer, c'est quand on va remettre des trophées. Il y a des concours au sein du groupe, le meilleur goûter, le plus beau jardin, etc. Et puis remettre les médailles du travail. Donc ces rencontres qui ont été conduites sur le terrain, c'était un petit peu le dispositif micro, comme ça a été évoqué hier, nous a permis donc de percevoir un petit peu l'entrée même dans l'établissement, permet tout de suite de percevoir l'ambiance qui y reste, ce qui va bien, ce qui va pas bien, est-ce que les gens se parlent entre eux, est-ce qu'ils sont souriants, est-ce qu'ils se chamaillent, comment ils parlent aux résidents. C'est une perception qui est très subjective et que d'ailleurs souvent on retrouve après de façon objective dans les enquêtes qui sont réalisées. On n'est pas non plus dans un monde totalement, pas chez les bisounours, j'allais dire. Ça nous a permis aussi de constater certaines choses. Quand on parle de faire signer à des résidents qui ont des troubles cognitifs un consentement éclairé pour rentrer dans un EHPAD, on s'interroge quand même sur le sens de ce qu'on leur fait faire. Et puis un constat, mais qui a été évoqué il y a quelques instants, aussi par rapport au problème des ressources humaines, c'est les questions de pluriculturalisme qui se posent dans certaines EHPAD qui sont installées dans des banlieues un peu compliquées, avec, selon les origines ethniques, des soignants qui ne veulent pas travailler avec les uns avec les autres. Et ça pose, je dirais, presque plus de soucis que les générations Y ou Z. Une fois qu'on a compris comment ils fonctionnent, c'est plus facile que ces problèmes de pluriculturalisme. Ensuite, on est retourné au siège social, enfin plutôt on y est souvent. Et puis on s'est dit, maintenant il faut relever les manches et puis on va voir cette liste d'actions que nous propose l'équipe de direction pour tenter de maîtriser un petit peu la situation financière. Alors là, je vais vous donner quelques exemples. Actuellement, sur les 52 établissements du groupe, il y en a 10 qui ont un bilan positif et tout le reste est dans le rouge, dans le négatif, dans un déficit qui, pour certains d'entre eux, est croissant. Et certains de ces établissements ont une quarantaine d'années et nécessitent de façon criante des travaux importants, voire une reconstruction. Est-ce qu'il est juste de se lancer dans une reconstruction de ces établissements qui sont en déficit quand on sait que les finances publiques ne vont pas évoluer dans le bon sens et que ces établissements vont rester en déficit? Autre exemple qu'on nous a soumis, peut-on envisager la vérification de la solvabilité des entrants avant leur admission? Alors là, la discussion, elle n'a pas traîné. Ça a été un niet immédiat. Il n'y a pas eu de discussion là-dessus. On était en contradiction complète avec les valeurs de l'association. Autre exemple, faut-il harmoniser les politiques sociales en fonction de ces établissements qui sont en négatif, alors que quelques établissements portent, et on espère vont continuer à porter, j'allais dire, le bilan de l'association. Est-ce qu'on maintient les primes de fin d'année de façon identique dans tous les établissements? Autre question, faut-il demander à nos tutelles une déshabilitation à l'aide sociale pour certains établissements, puisque 100% des établissements totalement à l'aide sociale sont tous dans le rouge? Comment fait-on? Quelle solidarité imposer aux familles?
Il y a quelques EHPAD qui sont dans Paris intramuros, où les prix de journée sont élevés. Ces prix de journée financent les EHPAD qui sont dans le nord de la France, en territoire minier, où 80% des résidents de nos EHPAD sont des sans domicile fixe, enfin d'anciens sans domicile fixe. Plus qu'une minute. J'arrive à la conclusion. Donc les échanges se sont faits au sein du conseil d'administration dans une ambiance respectueuse, je le dis, avec des points de vue extrêmement différents. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que les regards pluriels en fonction des professions de chacun des membres de l'association ont abouti à, toujours en se basant sur les valeurs du groupe, à trouver des solutions. Certains points ont été clairement récusés par le conseil d'administration, mais des solutions ont été trouvées pour résoudre d'autres questions. Voilà ce que je voulais vous dire, comment on a abordé au sein de notre groupe associatif les problèmes qui se posent actuellement. Pour conclure, je voudrais juste dire que j'ai retenu hier la proposition du professeur Delfracy d'inscrire la problématique du vieillissement démographique comme priorité nationale, parce que pour avoir rencontré les tutelles et les conseils départementaux qui financent l'hébergement dans ces établissements, clairement, il se pose la question de l'équité versus l'égalité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je vais appeler le docteur Patricia Pavez, qui est chef du service de maladies infectieuses au CHU de Grenoble. Et elle va nous parler de la pandémie Covid, réflexion éthique et management de proximité en réponse à la crise. Merci à vous. Bonjour, je vous remercie de m'accueillir ici. En travaillant cette présentation récemment, j'ai encore confirmé la capacité de résilience que nous avons tous et j'ai redécouvert des choses que j'avais déjà oubliées. Alors, je vais essayer de vous partager tout ça. Je suis chef de service de maladies infectieuses et donc je me suis beaucoup occupée de la crise Covid à Grenoble. C'est ce retour d'expérience que je veux vous faire aujourd'hui. Mais je suis aussi adjointe à la présidence de CME de Grenoble et ma mission, c'était de travailler sur le projet managérial pendant cette mandature 2019-2024 et d'essayer de le mettre en place. Vous avez, M. Clarisse, je ne sais pas si vous êtes encore dans la salle, je suis votre plus grande fan. Et donc, je voulais absolument travailler avec le bureau restreint de la CME sur la co-gouvernance, directrice générale, présidente de CME. Ce n'était pas évident à Grenoble à ce moment-là. Et la mise en place des binômes chefs de service, cadres de santé. Et bien sûr, on a été complètement impacté par la pandémie Covid et on a dû, en fait, utiliser tout ce qu'on voulait travailler tout de suite. Quelques petits, je me remets comme ça parce que je ne me rappelle déjà plus les dates. Quelques petites, je vous rappelle, 15 janvier 2020, c'est les premières informations qui nous arrivent sur Covid. 23 janvier 2020, on a une première définition des patients suspects, c'est-à-dire une semaine après. On a des consignes pas très claires d'isolement, on s'habille comme vous voyez sur la photo, on met des casaques, enfin voilà. Et la première synthèse du COREB, c'est le comité qui faisait la synthèse de la littérature sur tout ce qu'il fallait faire, c'est le 2 février 2020. La pandémie, vous voyez qu'on était bien placé, on a eu quand même une belle pandémie, et puis ça, c'est les pics français, les vagues en France. C'est les vagues de décès, parce que vous vous rappelez, on n'avait pas de PCR au début, donc on ne peut pas faire une courbe comme ça avec les cas. Et donc, nous, à Grenoble, je vous le dis tout de suite, la première vague, on a été très peu impactés. Par contre, on a bien senti la deuxième vague. On a eu beaucoup de problèmes éthiques qui nous sont apparus au cours de ces deux premières vagues. Moi, j'aurais voulu vous traiter tout ça, mais il a fallu que je choisisse. 10 minutes, c'est très court. Enfin, j'aurais voulu vraiment parler de comment on décide quand on ne sait rien, de la gestion des familles, de ce qu'il fallait faire avec les corps, des difficultés de gestion de tout ça que nous avons eu. Et puis, j'ai choisi de vous donner comme exemple ce qui est en gras et qui était peut-être le plus marquant. J'en ai discuté en équipe dans notre service. Alors, dans cette crise Covid, il y avait beaucoup de différents niveaux qui étaient intriqués. Et en gros, quand on est dans une situation de faille,
comme ça dans un système, les grands principes éthiques de respect de l'autonomie et de la décision et puis d'approche égalitaire, ils sont vraiment mis à mal. Et au printemps 2020, on était vraiment avec des difficultés multiples, un manque de matériel, une tension très vite sur pas mal de médicaments, sur les masques, on va en parler, et puis une tension extrême sur les lits disponibles. Et puis ça, c'est ce qu'on connaît quand on fait un plan blanc, quand on a un plan blanc à gérer. Mais ça, la grande différence qu'on a vécue avec les plans blancs, c'est que l'effort qu'on a demandé aux personnels médicaux et aux soignants, il a été très très long, sur une très longue durée. Alors comment on s'est organisé ? Assez vite, on a mis en place à Grenoble une cellule de crise, comme partout, mais je vous raconte mon expérience, une cellule de crise locale et territoriale. C'était des cellules qui étaient efficaces, où la discussion, les paroles étaient libres et où très vite la collaboration a été marquée et on a beaucoup été aidés par un groupe éthique qui nous a aidés pour prendre certaines décisions difficiles. Il s'appelait le groupe 15. Il y a des membres ici dans la salle. Donc des cellules de crise qui fonctionnaient bien, qui ont été élargies sur la deuxième vague avec les chefs de pôle et les cadres supérieurs et les représentants des syndicaux. Immédiatement, manager en proximité et surtout en co-gouvernance, présidente de CME, directrice générale de l'hôpital, c'est devenu une nécessité absolue et incontournable. On avait besoin vraiment d'adapter rapidement nos décisions aux fluctuations de l'épidémiologie, à l'évolution des connaissances qui était très 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 rapide. On devait prendre des décisions avec les moyens et les RH disponibles et être au plus proche du terrain. Alors je vous raconte un petit peu les problèmes éthiques lourds qui nous ont fait travailler et discuter, essayer d'être le plus éthique possible dans nos discussions. Alors les masques. Bon, juste rapidement, parce qu'on a eu tous cette problématique. Donc nous, à Grenoble, on a une politique qui nous fait masquer les équipes des services qui s'occupent des patients infectés en hiver. Donc en janvier 2020, on avait déjà certains services qui avaient des masques. Et du coup, on avait un petit stock de masques chirurgicaux, puisqu'on a cette habitude depuis quelques années. Les premiers masques volés, c'était 4 mars 2020, les premières notes sur ces vols. Et puis la première information officielle sur la pénurie de masques, c'était le 5 mars 2020. Le 6 mars 2020, on avait la déclaration officielle que pour se protéger, il fallait juste mettre un masque chirurgical. Il y avait eu plein de controverses sur les types de masques, sur ce qu'il fallait faire, sur ce qui était efficace, ce qui ne l'était pas. Il y avait des recommandations pourtant qui étaient très simples pour protéger les soignants et les malades les uns des autres. Quand quelqu'un a des signes infectieux ou tous, il faut mettre un masque chirurgical. Et si on est malade, il faut mettre aussi un masque pour éviter de cracher dans l'environnement. Mais il y avait des pénuries. Et donc, 2 doctrines se sont opposées. La doctrine nationale et régionale. Donc là, 16 mars 2020, on apprenait parfois ce qu'on avait à faire par France Inter le matin. Donc, le 16 mars 2020, masque obligatoire uniquement pour les soignants. Et un masque chirurgical. Et rien d'autre, parce que les autres masques, ça ne sert à rien. Et il faut changer toutes les 4 heures, parce que sinon, ça ne marche plus. Et pas de masque pour les non-soignants, parce que ce n'est pas utile. Et puis, en plus, ils ne savent pas les utiliser. Et nous, à Grenoble, on a beaucoup travaillé, on s'est réunis, puis on a décidé à l'inverse de ce qu'on nous demandait, pas à l'inverse, mais différemment, et on a décidé qu'on voulait un masque pour chaque agent qui venait travailler tous les jours, dès notre plan blanc du 13 mars 2020. On n'a pas inventé la vie, on a appliqué des recommandations du CDC. Et il y avait plusieurs types de masques utilisables et on a choisi de faire ça. Des initiatives locales, par exemple, notre service de la stérilisation, il nous a fait des masques avec des sarraux, on n'opérait plus, avec des champs pour les non-soignants. On avait une infirmière du service d'hygiène qui nous a donné un patron qui avait fait sa mère pour les masques en tissu. Et puis, on a gardé nos masques chirurgicaux pour les soignants au contact de patients, mais on leur a demandé de les garder 24 heures, sinon on aurait tenu 2 semaines. Et puis, on a donc validé cette décision en cellule de crise et on a communiqué sur une dernière assemblée générale au moment où on annonçait notre plan blanc, le 13 mars 2020. Puis ensuite, le tuto du masque de Grenoble est devenu grand public, viral.
Bon, maintenant, on sait que c'était comme ça qu'il fallait faire. On a très vite, en 2020, il y avait 96% de la population qui utilisait le masque un peu partout. Et Olivier Véran l'a dit dans son retour d'expérience, dans ce livre, en septembre 2022, que sur cette question-là, on s'était trompé. On a été aussi gênés par la gestion qu'on nous demandait de faire pour la première vague des patients. Les consignes, elles étaient très directive, c'était tous les patients doivent être cohortés, ça veut dire hospitalisés au CHU, et même s'ils n'ont aucun symptôme, il faut les cohorter pour éviter de... Alors je vais aller plus vite. Nous, on avait eu les premiers cas au Contamine le 7 février 2020. C'était 3 patients qui étaient très peu symptomatiques, hospitalisés. Et puis surtout, la vague était arrivée d'abord en Haute-Savoie et nos collègues nous avaient dit que ces patients, il y avait des très symptomatiques et des pas symptomatiques. Alors on a décidé de ne pas gérer tous les patients de la même façon pour ne pas être débordés. On a cohorté que les patients symptomatiques et très vite, on a géré les autres patients en ambulatoire avec une plateforme Covidadom où on suivait les patients, on les appelait au téléphone, et puis tout le monde est venu nous aider, des professeurs aux retraités, aux médecins retraités et aux soignants retraités. C'est allé très vite et ça a bien marché. Je vous parle de la déprogrammation. La 3e déprogrammation qui nous a gênés, le 7 avril 2021. On avait déprogrammé sur toutes les vagues, et à la 3e déprogrammation, on commençait à se dire que vraiment, on perdait les chances pour les patients non Covid, pour les cancers, ceux qui avaient un cancer, mais aussi les autres, pour les problèmes fonctionnels. C'était difficile, il y avait des tensions entre les professionnels, c'était inéquitable. Pendant la 2e vague, les cliniques privées n'avaient pas déprogrammé. Et nous, on commençait à sentir et on avait l'impression, vous voyez la flèche bleue, qu'on descendait plutôt, qu'on n'était pas en période de nouvelle vague. Et surtout, on avait un labo qui nous donnait les PCR dans les eaux usées de Grenoble et ça ne montait pas. Donc on a décidé que c'est sûr que la prévision était un art difficile, mais qu'on n'allait pas déprogrammer que plus de 50% de notre activité. Et on avait raison, il n'y a pas eu de nouvelle vague. Le triage en réanimation, je ne peux pas vous raconter d'où viennent ces toiles que j'aime, une prochaine fois peut-être. 2 textes de la SPHAR et de la SRLF en 2020 qui proposent des critères de tri, ça a été une polémique énorme. Et là, il a fallu réexpliquer que le triage, c'est pour la médecine de guerre, la médecine de catastrophe, et que là, c'était pas ce qu'on faisait. Là, on se posait des questions pour le patient. Dans l'intérêt du patient, on choisissait d'admettre en réanimation des patients pour qui le séjour serait bénéfique, qui en sortiraient sans trop de séquelles. Et c'est vraiment un travail d'équipe de choisir pour chaque patient la meilleure prise en charge possible. 3 dernières diapos sur la vaccination, je ne peux pas ne pas en parler. 30 novembre 2020, la stratégie de vaccination contre le SARS-CoV-2 sort. 5 phases, je ne vais pas vous raconter ça. En gros, il fallait vacciner les personnes très âgées d'EHPAD le 1er janvier, 1 mois après le personnel de santé, et puis ensuite l'ensemble de la population. Nous avons choisi de vacciner effectivement les personnes très âgées d'emblée, mais aussi les immunodéprimés tout de suite, et les soignantes. Nos équipes étaient vraiment à genoux, et on ne pouvait plus, tolérer des absences, et les équipes n'auraient pas tenu, donc on a choisi de le faire comme ça, en collectif. Et donc, pour conclure, cette crise, elle nous a appris que la vérité d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément celle de demain, que le tempo du terrain, il est plus adapté à la gestion d'une crise que celui des administrations centrales, que le management de proximité, M. Clary, ça marche, surtout dans un système où il y a une faille comme ça, et où tout le monde ne s'occupe que de la même maladie, qu'on a vraiment tout de suite vu que ça concernait des patients très vulnérables, et que donc nos structures de réflexion éthique, elles étaient incontournables. Donc maintenant, on est sorti de la faille, presque. Et il faut qu'on continue à avancer tout cela en dehors d'une situation de crise. Et il ne suffit pas de le dire, ce n'est pas si simple. Et maintenant, je vais appeler notre couteau suisse de ce colloque national des espaces de réflexion éthique. Donc c'est le professeur Jean-François Mornex, qui a été porte-parole du président de l'université, porte-parole du directeur général, et qui est donc pneumologue, et qui est aussi actuellement président du comité éthique des hospices civils de Lyon. Et qui a essayé qui va faire une chose extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va développer des valeurs éthiques dans un projet stratégique d'un établissement hospitalier. Bravo à vous. En 10 minutes. Hein. Oui, parce qu'il a dit qu'il resterait une demi-heure. Donc, il fait son rebelle. C'est une tentative de rétablissement de la parité.
J'interviens donc comme président du comité d'éthique des Hospices civils de Lyon et nous avons été mandatés par le directeur général pour intervenir dans le projet stratégique d'un établissement hospitalier et singulièrement les Hospices civils de Lyon. Le travail que nous avons accompli et que nous continuons d'accomplir est d'abord de définir des valeurs pour les Hospices civils de Lyon, d'accompagner l'élaboration de ce projet stratégique par le comité d'éthique en regardant à chaque étape ce qui est proposé et en le confrontant aux valeurs, et puis de continuer de développer une sensibilisation à l'éthique. Pour les valeurs, le processus était le suivant. Le directeur général nous a demandé les valeurs qui permettraient que les Hospices civils de Lyon restent humains, restent, et au singulier, c'est un établissement, restent humains. Pour cela, 15 participants, membres du comité d'éthique des Hospices civils de Lyon, se sont réunis à 3 reprises, 1 à 2 heures environ. Je profite de l'occasion pour être reconnaissant envers les membres du comité d'éthique des Hospices civils de Lyon, dont un certain nombre sont présents, pour leur adhésion à ce projet, comme à l'ensemble des activités du comité d'éthique, et particulièrement le vice-président Damien Sarlaville et Madame Audrey Martin, sans qui le comité d'éthique ne pourrait pas fonctionner. Après ces 3 réunions, nous avons convergé vers la proposition de 5 valeurs pour les Hospices civils de Lyon pour la durée du projet stratégique qui doit, d'après le directeur général, nous emmener pour une dizaine d'années. Fraternité, respect, responsabilité, confiance et réconfort. L'évocation du Covid me fait penser que nous avons beaucoup tourné autour de la notion de solidarité, puisque, au bout du compte, la souvenance qu'ont une partie des acteurs de l'hôpital au moment du Covid est plutôt un souvenir positif maintenant, et avec la mise en avant de la solidarité. Peu importe. Voici les valeurs des Hospices civils de Lyon. Nous avons travaillé sans avoir parangonné a priori. J'ai parangonné après et alors réalisé que la plupart de ces valeurs sont partagées par le CHU de Saint-Étienne. Il s'agit de valeurs partagées. Elles sont partagées par les différentes parties prenantes des Hospices civils de Lyon. Les parties prenantes sont les usagers, les personnels et la société. Et ces valeurs obligent les parties prenantes vis-à-vis des différentes parties prenantes et au sein des parties prenantes. Ça a l'air un peu compliqué, mon truc là, hein, c'est un peu bizarroïde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que c'est là où on peut se différencier un petit peu. Ces valeurs engagent les personnels des Hospices civils de Lyon vis-à-vis des usagers et en particulier des malades. Bon, c'est assez trivial, assez évident. Mais ça engage aussi les usagers, les malades et les proches des malades vis-à-vis des personnels des Hospices civils de Lyon. Et puis, ça engage à l'intérieur, c'est-à-dire qu'au sein des personnels, pour dire les choses simplement, ça engage les directions vis-à-vis des soignants au sens large du terme et réciproquement, le respect par exemple. Et puis la société. C'est-à-dire que ça engage les Hospices civils de Lyon et ses personnels vis-à-vis de la société, mais ça engage la société aussi, le respect et le réconfort. Donc nous souhaitons mentionner par là un élargissement de l'utilisation des valeurs. Et nous avons convergé vers un objectif éthique qui est le bon travail. En pratique, en ce qui concerne la sensibilisation à l'éthique, premièrement, le comité d'éthique mène des journées d'animation annuelles. En 2022, elle s'appelait Venir voir un comité d'éthique. En 2023, nous avons travaillé sur la mort à l'hôpital en réalisant des réunions dans chacun des groupements hospitaliers des Hospices civils de Lyon avec les acteurs de la vie de l'hôpital. Il y avait tout le monde, des infirmières, des aides-soignantes, des personnels des dépôts mortuaires, des psychologues, des médecins, des directeurs. Et pour vous donner un exemple, il est ressorti de ces rencontres une fresque, à laquelle Audrey Martin tient beaucoup, et surtout l'observation de 2 éléments qui ramènent à l'éthique. Les équipes confrontées à des morts difficiles ont le besoin d'échanger de façon éthique autour de ces morts
et n'ont pas la possibilité pratique, pour des raisons organisationnelles et de temps, de le faire. Et c'est un besoin important. L'autre observation est une mauvaise compréhension de la notion de laïcité par les malades, par les usagers et les personnels des hospices civils de Lyon, considérant que la laïcité, c'est la négation de la spiritualité et non l'autorisation à exercer sa spiritualité. Nous conduisons actuellement des déjeuners éthiques, alors c'est l'avantage, ça permet de bouffer, mais surtout, nous utilisons la technique du ruissellement pour sensibiliser l'ensemble de l'établissement à l'éthique. Nous rencontrons la gouvernance centrale et puis maintenant les gouvernances de chaque groupement pour discuter. Et la première étape, c'est un peu ce qui avait été évoqué dans la journée, je crois, consiste à échanger sur les concepts éthiques de façon simple et ensuite de demander à toutes les personnes qui sont ici, le directeur général, les directeurs généraux adjoints, le président de CME, vice-président de CME, de partager un dilemme éthique qu'ils ont rencontré dans quelque chose de leur exercice professionnel au cours des années passées. Enfin, dans les années qui viennent, nous allons probablement, parmi les actions plurielles en cours de définition, réaliser des transports du comité d'éthique, c'est-à-dire imposer, au sens propre du terme, dans les groupements, de recevoir le comité d'éthique et de proposer au comité d'éthique des cas qu'ils ont rencontrés, soit dans la pratique clinique, médicale, infirmière ou dans la pratique de direction. Je vous remercie pour votre attention. Alors, soit Fabienne n'a pas osé, soit ça te met. Non, c'est... Tu vois, ça allait pas mal en changeant la dramaturgie, là. Merci. Donc merci à tous. On va, si vous voulez, commencer par un temps d'échange, si vous le souhaitez. Est-ce que quelqu'un peut prendre la photo de Jean-François avec les filles? C'est ça, oui. Il faut le mettre au milieu. Il ne marche plus. Tiens, à septembre. Mais tout le monde a signé. En théorie, oui, on a perdu le droit à l'image. On ne sait pas ce qu'il va en faire. Il y a une question d'abord au fond en haut. Ah oui, très bien. J'y vais. Ah. En fait, on n'a pas su. Allez-y, madame, et le temps que j'y aille, j'arrive. Bonjour, je suis la secrétaire de la CME de l'hôpital de Châlons. J'ai été très interpellée par l'intervention sur la Guyane. Je viens de lire dans Reporter, qui est un magazine en ligne écologique, je cite mes sources, qu'en Guyane, il y a une crise de sécheresse, que les fleuves sont asséchés et donc les transports mis en... Voilà, c'est très compliqué au niveau de rejoindre les villages isolés. Donc est-ce que vous savez comment ça se passe actuellement avec cette sécheresse ? Oui, alors on a toujours des problèmes, mais pour acheminer du fret, par exemple pharmaceutique, dans les CDPS ou quoi que ce soit, on travaille en lien avec... on a un hélicoptère des armées, en fait, qui nous est dédié et qui nous permet de faire les transports quand on est soit bloqué par des crises sociales ou pendant la pandémie. Et donc, on travaille beaucoup avec cet hélicoptère des armées, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Hier et aujourd'hui, vous avez évoqué, Madame Comte, la question de l'équité territoriale, notamment considérant les questions d'accès aux soins. Et dans le contexte actuel, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait des territoires qui soient riches. Il y en a qui sont un peu mieux dotés, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, si on baisse des dotations à certains endroits pour les revaloriser à d'autres, qu'il y ait un déséquilibre et que finalement on fragilise des territoires qui jusqu'à présent fonctionnent? Mais à ma connaissance, on ne peut pas dire qu'il y ait des territoires qui soient dans l'opulence sur la question de la santé. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, si on diminue certaines dotations, et justement éthiquement, est-ce que ce n'est pas un risque de fragiliser des équilibres qui sont déjà un peu précaires à certains endroits ? Non, je ne vais pas répondre à la question. Quand on rencontre les conseils départementaux, puisque c'est eux qui financent l'hébergement dans les EHPAD,
Leur réponse, c'est « Mais attendez, nos missions, c'est la prévention, c'est la petite enfance, c'est le RSA, etc. Les vieux, où sont-ils ?» Voilà, c'est ça la question. Et c'est pour ça que je trouvais important, effectivement, peut-être de replacer en place prioritaire au niveau national une réelle réflexion sur la problématique du vieillissement démographique. Les gériatres, je sais qu'il y en a dans la salle, tirent la sonnette d'alarme depuis des années sur ce qui nous arrive. C'est la génération des baby-boomers qui atteint 80 ans. Et qu'est-ce qu'on fait ? La dépendance coûte cher. Alors certes, les travaux ont montré que cette dépendance, on peut retarder l'entrée dans la dépendance, mais elle reste quand même inéluctable. Et il va y avoir un tel nombre de personnes de 80 ans et plus. Comment la société gère cette problématique ? Et quand je disais équité, égalité, moi je pense que quand dans les quelques rencontres que j'ai eues, parce que je vous expliquais que je vais sur le terrain, je vais rencontrer dans les EHPAD les résidents, etc. Mais il faut aussi rencontrer les tutelles, discuter avec eux. J'allais dire, quand le forfait hébergement est financé à hauteur de 55 € dans certains départements, mais c'est impossible que l'établissement soit à l'équilibre quand on prend pas. Les établissements, il faut bien les chauffer, il faut qu'il y ait de l'eau chaude, il faut les allumer, les éclairer. Les problématiques de coût de l'énergie et puis l'inflation n'est pas appliquée dans le forfait hébergement qui est financé par les départements, mais en même temps, pour les avoir rencontrés, la réflexion éthique, elle est de leur côté à eux, réfléchir. Et je pense que c'est vraiment un enjeu sociétal, ce problème du vieillissement démographique. Après, pour l'instant, il y a un équilibre, effectivement. Il y a la métropole de Lyon a, reconnaissons-le, accordé des financements qui permettent un peu mieux de compenser cette inflation. Mais il y a des départements qui sont complètement exsangues en termes de finances et qui nous disent « on ne peut pas ». Il y a beaucoup d'EHPAD qui sont pour l'instant avec des bilans financiers négatifs. Et la réflexion est compliquée parce qu'à la fois c'est une réflexion individuelle, chaque personne âgée, on veut la soigner, et en même temps c'est aussi collectif. Et que faire pour bien faire ? Et c'est vraiment une question, et vous avez raison qu'il faut vraiment qu'on y penche dessus parce que ça va être une vraie question de santé publique. Et donc même nos amis grenoblois vont développer ça au cours d'une printanière au mois de juin. Donc vraiment c'est une belle question. Oui, j'ai une toute petite question pour M. Mornex. Je suis là, ici au deuxième rang là. Pour M. Mornex, parce que vous avez, en parlant de votre projet de transport, vous avez utilisé un mot qui m'a fait sursauter, qui est celui d'imposer. Est-ce que ça m'a surpris, positivement et négativement. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce mot-là ? Oui, c'était volontaire. J'imagine bien. C'était choisi. Oui, nous, je ne sais pas ce qu'il en est pour ceux d'entre vous qui participent ou animent des comités d'éthique dans les établissements hospitaliers, mais il y a un découplage entre le nombre de situations de dilemme éthique et les saisines. Alors, il est vraisemblable que beaucoup des dilemmes soient résolus d'une façon satisfaisante, mais j'en doute. On rejoint ensuite les analyses de pourquoi les questions ne sont pas posées, et entre autres, il y a le temps. Et il est possible qu'on puisse augmenter la sensibilisation à la réflexion éthique en brutalisant, entre guillemets, un petit peu. On va tenter ça, on va voir si on est rejeté. Je me permets, Karine Lefebvre, je me permets de compléter votre réponse par la référence à l'avis qui avait été rendu, enfin, c'était plus un avis, c'était une note d'orientation de la Commission nationale de lutte contre la maltraitance. Alors Alice Casagrande est partie, mais dans les recommandations, alors ça date de 2019, dans les recommandations, il y avait rendre obligatoire la réflexion éthique au sein des établissements médico-sociaux, y compris sur la question managériale, donc ça répond à une des questions qui avait été posée ce matin, et en incluant aussi la place des familles. Voilà. Donc c'était aussi pour pousser, en fait, à rendre obligatoire la réflexion, après libre à chaque établissement de choisir la formule, en fait, et la méthode. Mais on pourrait réunir un comité d'éthique pour savoir s'il est éthique d'imposer...
une discussion et on peut avoir des débats. Pour revenir sur la discussion d'avant, on se trouve souvent dans une situation dans laquelle le questionnement éthique transite d'un niveau à un autre comme une patate chaude. Alors il y a ce qui vient d'être mentionné sur la prise en charge des sujets âgés. Il y a un événement récent qui prête à la prise en charge des parturiantes en situation de sans domicile fixe, pour lesquelles les financements sont interrompus. C'est-à-dire que la réflexion éthique est imposée aux acteurs du soin par l'absence ou une conclusion surprenante de réflexion éthique au niveau politique, en sachant que au niveau politique, c'est comme à la maison, ils ont des sous et puis ils ont plein de choses à acheter, la Porsche, le frigidaire, et ils arbitrent d'une façon ou d'une autre, mais je ne sais pas à quel point ils réfléchissent sur les enjeux ensuite. Je vais peut-être changer de sujet. Je vous entends parler. Alors c'est certain que c'est un terme que l'on entend partout depuis bien longtemps, mais personnellement il me choque. On parle toujours de la prise en charge, de la PEC. Est-ce que pour des patients, un patient c'est pas un fardeau, c'est pas un poids? Quand est-ce qu'on va commencer à changer ce terme pour prendre le terme de prise en soin, s'il vous plaît? Je m'adresse à une enseignante à côté de moi. Est-ce que vous faites ce travail auprès de vos étudiants? Merci. La question est intéressante parce que dans la loi de 2002, sur l'action sociale et médico-sociale, on parle de prise en charge et d'accompagnement. Voilà. Donc c'est intéressant toujours de revenir au texte. Alors il y a 22 ans, vous voyez que la question continue d'être posée. Alors quand même, on parle beaucoup plus de personnes accueillies, de personnes accompagnées, de personnes soignées. Et je vous rappelle que dans la charte des droits et libertés de la personne hospitalisée, il y a la notion de traiter avec égard. On a parlé de considération ce matin. Voilà, donc ça va quand même dans ce sens-là, mais c'est vrai que les associations de patients le soulignent très régulièrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, oui, Jean-Paul Brion, Grenoble. C'est sur le multiculturalisme et l'éthique. Est-ce que l'éthique est une et indivisible, comme nous disent les philosophes, ou les facteurs culturels, sociaux, raciaux impactent sur la perception de l'éthique au sein des individus? Je pense qu'un Guyanais du fin fond du Maroni aura une vision de l'éthique un peu différente du Malien du pays d'Ogon, et ceci à moindre échelle se retrouve dans nos services avec une population plutôt bigarrée, et une fin de vie à gérer chez un musulman n'est pas du tout la même chose que chez un judéo-chrétien caucasoïde de notre pays. Donc je voudrais avoir vos impressions sur cet aspect unique et indivisible de l'éthique, tel qu'il apparaît aujourd'hui dans les différentes interventions, et la mise en pratique au quotidien auprès de nos patients. Merci pour cette question. C'est le cœur, j'ai envie de dire, de nos réflexions. Alors, nous, on est un bébé RR, on existe à peine depuis 1 an, donc on est au tout début de nos réflexions, mais effectivement, cette approche un et indivisible que nous impose un peu le cadre français est vraiment mise à mal en contexte guyanais, pas que, dans d'autres contextes aussi. Mais bon, je connais mieux le contexte guyanais, donc je n'ai pas de réponse à apporter aujourd'hui, mais c'est des enjeux sur lesquels on va travailler dans les mois et les années à venir. Voilà. Et ce qui me semble aussi, moi qui connais bien la fin de vie, ce qui semble important, c'est l'éthique, mais l'éthique, c'est justement le juste soin ou le juste accompagnement. Et c'est à nous positionner par rapport aux patients. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que chacun est différent,
de par son individu, de par sa culture, de par son identité. Et aussi, c'est à nous, justement, à faire un pas de côté pour essayer d'accompagner au mieux. Et l'éthique, elle s'adapte à tout le monde, en fait, me semble-t-il. Sauf... Oui, une question à mon niveau. Je suis cadre de santé au CHU de Saint-Étienne. Je me permets de réagir pour amener des éléments supplémentaires. Je n'ai pas entendu parler, et je trouve que c'est un outil important, de l'analyse de la pratique managériale. C'est des choses qu'on a, nous, la chance d'avoir sur le pôle de psychiatrie au CHU de Saint-Étienne, et j'espère d'ailleurs que ça sera maintenu sur les années à venir, qui est un lieu vraiment, je dirais, à la fois important, confidentiel, qui permet d'évoquer les situations de management, où parfois la question éthique est évoquée, et je ne vois pas aujourd'hui comment on ne pourrait pas ne pas travailler sans cet outil-là. Oui, tout à fait, je vous rejoins. J'ai pas vu où est-ce que vous étiez. Merci pour la question. Ça faisait partie effectivement à la fin. Bravo si vous l'avez déjà mis en place. Nous, à Tours, c'est en projet. Alors après, effectivement, il y a différents types de dispositifs. L'analyse de pratique, comment est-ce qu'on analyse les situations éthiques en fonction des espaces. Mais là où je vous rejoins, c'est que c'est effectivement incontournable aujourd'hui d'amener cette réflexion en collectif, et que les cadres s'autorisent à le faire. Parce que c'est peut-être ça, tout à l'heure on a évoqué, qu'ils étaient empêchés, mais il faut aussi que nous, on amène, qu'on puisse être autorisé à douter de notre pratique managériale, à avoir des interrogations, que c'est pas mal faire, c'est qu'à un moment donné, la situation a fait que, et qu'elles peuvent être changeantes d'ailleurs, parce que chaque situation, y compris une situation managériale, elle va être singulière. Oui, je suis bien d'accord par rapport à ça, et j'espère que ça pourra se mettre en œuvre en tout cas. Merci. Je voulais juste faire un petit point de complément. Moi, je trouve que dans le monde des soignants, des cadres, vous êtes beaucoup plus avancés que nous, on l'est dans le monde médical sur cet accompagnement managérial. Et remettre au centre du management ce binôme médecin-cadre, chef de service cadre de proximité, ça veut aussi dire réapprendre aux médecins leur vraie mission de chef de service, et du coup pratiquer cette évaluation dont vous parlez, qui me paraît absolument nécessaire pour avancer. Je vais me permettre de rajouter, j'y ai pas pensé, je trouve toujours que l'analyse de pratique managériale, il faut peut-être qu'on s'autorise à ne pas forcément non plus s'enfermer au niveau des termes ou des espaces qu'on peut créer. Et je pense que là, nous par exemple, par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'IFCS, on a mis en place l'éthique, un enseignement, donc c'était 3 jours. Et aujourd'hui, on est plutôt dans la perspective de se dire quel est l'impact de cette formation. On va le tester. Alors, ça fera peut-être l'objet de voir effectivement d'anciens étudiants qui ont travaillé avec cette unité d'enseignement, qui ont travaillé un mémoire sur ces aspects-là et qui aujourd'hui exercent en tant que cadre. Qu'est-ce qu'ils en disent ? Qu'est-ce qu'ils en disent de cette pratique et ce qu'il en fait. C'est aussi une autre façon de faire, qui n'est pas forcément intitulée en tant que telle analyse de pratique managériale, mais qui est aussi une autre façon de faire. Et peut-être qu'on pourrait se donner et de s'autoriser qu'il y a plusieurs types de dispositifs pour travailler avec l'éthique. Je vais juste rajouter un point. Effectivement, c'est important de travailler en binôme avec les médecins aussi pour ça. Parce que 1 + 1, ça fait pas toujours 2, ça fait souvent 3, parce qu'on a une compétence qu'on développe en commun. Et les problèmes éthiques, ça nous concerne autant les médecins que les paramédicaux. Voilà, c'est porté ensemble, tout à fait. Ça sera peut-être la dernière question. L'incursion et le développement du numérique en santé, qui est déjà ancien sur le côté médical, mais qui est
relativement nouveau dans le médico-social. Comment a-t-il impacté l'attitude managériale et notamment dans les relations dans les équipes ? Il y a effectivement dans le domaine de l'intelligence artificielle des propositions d'outils qui permettent entre autres de gagner du temps soignant et soi-disant de permettre plus de temps relationnel avec les résidents. Des outils qui permettent de comprendre et d'analyser à distance les bruits qui se passent dans les... Enfin, je donne un exemple. Hein, les bruits qui se passent dans les chambres. Repérer les chutes, repérer une détresse respiratoire, quelle sorte de chute, etc. Le problème, c'est que ces outils ne peuvent s'appliquer que s'il y a une équipe, j'allais dire, adaptée, formée, qui ne soit pas une équipe changeante comme on voit dans certains établissements. Enfin, la crise des recrutements des personnels dans les établissements, c'est une réalité. Il manque du monde. Il y a des turnovers importants, il y a une excroissance phénoménale des CDD, les gens ne veulent plus de CDI, ils arrivent en poste, ils ne connaissent pas les résidents. Utiliser l'intelligence artificielle dans ce contexte me paraît extrêmement dangereux. Par contre, dans des structures où les équipes sont stables, ça peut être un outil effectivement intéressant et qui permet pour des équipes formées, motivées, responsables, effectivement peut-être de gagner un peu de temps. Ça rassure aussi les familles, souvent, l'intelligence artificielle, mais je pense que ça pose quand même des questions. Hein, d'être dans une chambre et de savoir que le moindre bruit que vous émettez est enregistré sur un téléphone qui va sur le poste de l'infirmière. Enfin, je pense qu'il y a une réelle question éthique qui se pose derrière tout ça. Exactement, exactement. Mais le problème, c'est que le consentement, c'est souvent les familles qui l'expriment. Ah ben, ça nous rassure, on sait qu'il va être surveillé, etc. Alors, il ne faut pas oublier que les personnes âgées, ce dont elles ont besoin en EHPAD, c'est de temps et de présence, qu'on leur tienne la main, qu'on les écoute, qu'on leur parle, qu'on prenne du temps à faire leur toilette, qu'on les écoute. Et pas qu'un instrument installé quelque part dans la chambre capte les moindres bruits qu'ils émettent. Voilà. Alors après, l'argument, c'est qu'effectivement, ça permet aux soignants de prioriser les urgences. Il ira plus vite vers une détresse respiratoire que par le bruit d'un bol qui tombe du plateau. Mais je pense que la situation en termes de ressources humaines dans les EHPAD actuellement freine un petit peu l'utilisation de ces outils d'intelligence artificielle. On va terminer cette table ronde. On va vous remercier toutes et tous d'avoir participé. On va retenir quelques éléments intéressants et des questionnements entre une nouvelle présidente d'un EHPAD qui va au contact des résidents et des professionnels pour essayer de régler cette problématique. Une équipe grenobloise qui ne répond pas forcément à la commande nationale. Donc, est-ce qu'on est désobéissant à Grenoble, finalement ? Comment ça se passe en Guyane quand on est tout neuf et que finalement, on se débrouille avec du multiculturalisme, pardon, je vais y arriver, voilà. Quant au CHU de Lyon et le comité d'éthique, je n'en parlerai pas parce que Jean-François l'a très très bien fait. En tout cas, merci à tous et cette expérience que vous avez relatée était vraiment intéressante et complémentaire de tout ce qu'on a évoqué déjà dans la journée. Merci.